Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Et désolé pour cet accueil non pas très relax, En mais force. énergique. Voilà, écoutez, il faut se donner du baume au cœur, de l'énergie pour la traversée que nous allons faire aujourd'hui. Tu m'as réveillé en Moi, tout tu cas. m'angoisses. Voilà, je suis encore évidemment toujours avec mes deux comparses FX Bonjour, c'est moi. et Julien. Non, bonjour à tous, merci Cyril pour Et- ton réveil super puissant. Et nous sommes encore avec les quelques centaines d'auditeurs que nous avons chaque semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Les quelques milliers, enfin. Quelques milliers, c'est vrai. 6 On peut 000, même dire ça. moins de la moitié de ce que j'espérais. Il y a peut-être moyen de renverser le rang avec nos auditeurs, qui C'est sait. En tout cas, Renverser le rang, non. Se défendre de Sauron. je sais pas, moi je nous vois Enfin, bien. Cyril révèle ses vraies obédiences. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a sous ce masque? Oh, c'est encore toi, Sauron. D'une landais, va. Moi, je nous vois bien attaquer le gouffre de Helm avec tous nos auditeurs et auditrices armés jusqu'aux dents. Je pense que FX et moi, on sera plutôt dans la tour du gouffre, à souffler dans le Je corps. sais ce que j'allais dire, je soufflerai le corps. Ouais, nous serons capables. Et moi, de- je soufflerai sur ton corps, FX. Enfin, dis. Tout en haut du gouffre. Eh bien voilà, nous commençons cet épisode. Je me tiendrai sur la muraille, je hurlais, je serai le roi du monde, en te tenant par les bras. Nous commençons cet épisode de manière très romantique. J'espère que vous allez vraiment tous bien. J'en profite encore une fois pour vous remercier évidemment pour votre fidélité, les messages que vous nous envoyez, les notes que vous nous mettez sur les réseaux. Merci de continuer à être fidèles. Et merci de partager le podcast autour de vous. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Alors n'hésitez pas toujours à interagir avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis si vous avez des questions ou autres que vous pensez que nous pouvons aborder lors des épisodes, n'hésitez évidemment pas non plus à le faire. Merci aussi à tous les tipeurs, ceux qui nous aident financièrement à faire à maintenir ce podcast en vie. À héberger ce podcast tout À simplement. payer les nouveaux micros. On se rachète des nouveaux micros chaque mois maintenant. Chaque épisode en Chaque fait. épisode, Parce qu'on- une on nouvelle les- carte on les son, un détruit. nouveau micro. Nos haleines putrides. Non, sorry. Non mais, Tout phare. mais vraiment merci pour les personnes qui nous aident. Et puis voilà, j'espère que le voyage vous plaît toujours autant. J'en profite pour glisser un petit mot, puisque nous approchons de la fin de la saison 2 maintenant. Et que c'est peut-être le moment de vous parler de ce qui va se passer par la suite. Voilà, nous, là, pour pas vous cacher les choses, on a enregistré un max d'épisodes en avance, donc ce que vous entendez maintenant, on l'a dit il y a un petit temps, donc je ne sais pas exactement quand on en sera, quand vous allez entendre ça, mais sachez qu'il va y avoir une pause, encore une fois, avant le début de la saison 3, et une pause probablement plus longue que la première. dernière fois, ouais. C'est une histoire d'agenda, nous sommes tous occupés dans des boulots différents, et voilà, on tourne un petit peu, donc on n'a pas trop le temps de se réunir pour tourner régulièrement comme on Mais l'a fait on ne vous jusqu'ici. abandonne pas. Non, Ne vous en faites évidemment, pas. non, évidemment pas. Donc, la saison 3 commencera Pour après... être plus précis encore, si je peux me permettre, Cyril, Ouais. disons que le dernier épisode des 2 tours, Ouais, qui sera consacré du coup à l'affrontement entre Sam et l'immense araignée Arachne, ce sera le dernier épisode de cette saison 2. Lui, il arrivera le 30 juillet, ouais. donc ce sera à toute fin du mois de juillet. Au mois d'août, nous ne serons pas là. Nous serons en train de travailler, en vacances, les deux. Parfois Mais en train on de se travailler en retrouvera vacances. d'ailleurs concrètement mi-octobre. Cette À peu date près, pourrait évoluer, mais il y aura 2 mois et demi de pause. Et Ouais. comme on le dit, voilà, on avait fait un mois de pause la dernière fois. Et voilà, ici les agendas ont fait que. Et on ne pourra probablement pas vous proposer d'épisodes, on va dire, d'entre-saison. Ça reste à voir, mais Il y aura malheureusement, peut-être des surprises, on sait ce pas. sera, on va dire, notre été. On ne Voilà. préfère ne rien vous promettre et que vous ayez une bonne surprise plutôt que de vous promettre un épisode spécial et que vous soyez déçus de ne pas l'entendre. Donc restez aux aguets, nous vous tiendrons au courant de toute façon, on ne va pas vous laisser sans nouvelles. Voilà. Mais normalement, on aura une pause assez conséquente en effet. Mais enfin, on se retrouvera quand même de toute façon un moment ou un autre, tôt ou tard. Et évidemment, nous finirons cette aventure. Et puis qui sait, nous engagerons peut-être d'autres aventures par la suite. On verra. Attention, J'aime bien ça. ne parlons pas trop. La question maintenant, c'est quel livre? Le Hobbit, le Silmarillion, les Contes inachevés? Qui Mon sait Dieu, tous. vous en dites déjà trop. En tout cas, Moi, je me fais Harry Potter. Aujourd'hui, nous quittons le lac interdit de Enet Hanoun pour reprendre notre route vers le Mordor. Mais avant cela, nous allons devoir nous diriger vers une grotte sombre cachant de sombres créatures. Mais le chemin vers le col est long. Il nous faut quitter les vertes contrées de l'Itilien et retourner dans les mornes paysages gris et chauds de l'ennemi. Alors économisez votre eau, comptez vos rations et profitez du maigre repos accordé. Nous entamons une route qui ne s'embellira plus jusqu'à la fin.
Voilà. Et nous en profiterons aussi peut-être pour aborder d'autres sujets en fin d'épisode, donc restez avec nous, car c'est un épisode plutôt court que nous vous en tout cas un chapitre plutôt court que nous vous proposons aujourd'hui, mais néanmoins intense et chaud. Chapitre 7, Voyage à la croisée des chemins. Au milieu de l'agitation des hommes, les hobbits se reposent, avant de déjeuner avec Faramir. Il a d'ailleurs fait remplir leur sac de vivres, et ils ne devraient pas avoir soif tant qu'ils sont dans l'Ithilienne. Il faut aussi que je vous dise ceci. Mes éclaireurs et mes guetteurs sont tous rentrés, même certains qui s'étaient glissés jusqu'en vue du Moranon. Ils trouvent tous une chose étrange. Le pays est vide. Il n'y a rien sur la route. On n'entend nulle part le son de pas, de corps, ni de cordes d'arc. Un silence d'attente plane sur la terre sans nom. J'ignore ce que cela présage. Hâtez-vous tant que vous le pouvez. Bon voilà, c'est exactement ce que je disais la semaine passée. Hein. Il y a en tout cas des éclaireurs qui vont régulièrement jusqu'à la Porte Noire. Oui. Maintenant, jusqu'où ? À l'est, enfin au nord, au sud, à l'est, on ne sait pas. D'autant mais... plus qu'ils ont toute la route qui longe les montagnes de l'Eiffel du Hatt, qui va jusqu'à la Porte Noire. Donc rien qu'en longeant cette route, voire en l'empruntant carrément, ils peuvent voir, suivre ou tenter d'organiser des embuscades sur les troupes de Haradrim venues du sud. Ouais. Donc rien qu'en observant cette route-là, ils peuvent avoir beaucoup d'informations sur les déplacements de l'ennemi ou ses renforts qui arrivent. Mais en plus, on est d'accord que, je pense à ça maintenant, je m'étais posé la question la semaine passée. En fait, pour rentrer au Mordor, il n'y a que la Porte Noire. Et évidemment, Cirith Ungol, mais pas pour des armées. Non. Du coup, Ouais. oui, donc c'est vrai que le seul endroit à vraiment vérifier, à part la route de l'Ithinienne, si comme tu le dis, il y a des Haradrim qui viennent, c'est la Porte Noire, quoi. C'est l'entrée Mais- principale. Il y a moyen de faire le tour. Mais c'est un énorme chemin, quoi. Il faudrait contourner complètement les... Il faut se souvenir de la taille du Mordor qu'on avait De évoqué, l'Allemagne. qui fait la taille de l'Allemagne. Donc c'est vrai que selon l'endroit par lequel tu rentres, tu as une belle trotte devant toi. Et d'autant plus que traverser par l'intérieur du Mordor, c'est pas l'endroit le plus jouant parce qu'il y a des crevasses. On le verra dans le Retour du Roi quand Frodon et Sam vont en traverser une toute petite partie, mais qui pour eux est déjà très longue. Il fait extrêmement froid. C'est une terre aride, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'eau. Donc pour une armée, c'est suicidaire de traverser le Mordor. Il vaut mieux longer Et puis, les différents côtés. et puis surtout, le temps que tu fasses le tour des chaînes de montagne, en fait, eux, ils t'ont pris... tu laisses ta cité à vide et ils t'envoient des armées et ils te prennent nos territoires comme ça, donc... Enfin bon, voilà, c'était pour reparler un peu de cette fameuse discussion s'il y avait des éclaireurs qui allaient jusqu'à Cirith Ungol. On leur apporte leur sac et de nouveaux bâtons de bois poli et ferré à tête sculptée dans lequel passe une lanière de cuir. Les hommes des montagnes blanches les utilisent, encore que ceux-ci aient été coupés pour votre taille et nouvellement ferrés. Ils sont faits de bel arbre l'ébétron, cher aux charpentiers de Gondor, et la vertu leur a été donnée de trouver et de revenir. Puisse cette vertu ne pas faire entièrement défaut sous l'ombre dans laquelle vous allez. Mais voilà, c'est donc ça que je parlais la semaine dernière, c'est donc cette vertu, ce pouvoir, en tout cas... De trouver et de revenir. Après, je pense que c'est plus une espèce de façon de parler, mais... je ne sais pas. Mais cela veut-il Moi, je me dire pose que la c'est le question. bâton qui va revenir ou que c'est plutôt son porteur qui va revenir? Mais moi, c'est plutôt trouver son chemin et revenir à bon port. Ouais, C'est mais... plus comme ça que je le vois, et donc, voilà, c'est un peu Mais c'est pas comme Enfin, en s'il tout cas, lui... c'est ce qu'il souhaite à Frodon, mais... Mais c'est pas comme s'il lui souhaitait, justement. C'est pas seulement un Il souhait dit qu'il qu'il a la exprime, il vertu, dit qu'il a et cet objet a la vertu de... Et ça, c'est quand même curieux. Je me demande, tiens, s'il y a une forme de magie là-dedans. Parce que peut-être. En tout cas, Frodon et Sam, eux, vont revenir. Par contre, le bâton, je suis désolé pour ceux qui commençaient déjà à s'attacher à ce bout de bois, le bâton ne reviendra pas. On en reparlera, mais il ne reviendra pas. Amener du bois à une bataille de volcans, Ouais. c'est vrai que c'est pas très malin. Mais non, moi, ça pose question, tiens, s'il y a des formes de magie... C'est vrai que Ça. c'est une autre question qu'on s'est souvent posée aussi. Le roi sorcier d'Angmar, Ouais. c'est censé être un roi sorcier, donc qui a du coup Ouais. appris techniquement une certaine magie. Et Ah oui, il jette ouais, des sorts, hein, notamment cette fameuse grande peste qui est potentiellement due au pouvoir des Nazgûl et du roi Ouais. sorcier. Il y a d'autres moments par rapport aux affrontements que les hommes ont eu avec Angmar, où il est clairement dit qu'il attaquait avec sa magie, et notamment en envoyant cette espèce de poison dans l'air qui ouais. peut contaminer des hommes. C'est vrai que si vous avez des informations là-dessus sur d'autres formes de magie que la magie des elfes Mhm. ou la magie des tout ce qui est évidemment Maillard, Valar, Ilúvatar et compagnie,
Ça m'intéresserait, vous pouvez nous envoyer un petit message parce que, oui, est-ce qu'il y avait une certaine sorte de magie, comment dire, atteignable, enfin que les Gondoriens pouvaient maîtriser à une quelconque époque? Je ne sais pas. Moi, Bon, j'ai en toujours tout cas, interprété ce genre de phrases dans cet univers-là comme des espèces de prophéties autoréalisatrices. Pour les gens dans l'univers, ça compte plus comme une maxime, que la Oui, oui, force c'est soit ça. avec vous. Mais le simple fait de le dire par certaines personnes, eh bien, ça a effet de vérité Ouais. et de prophétie, un peu pour rejoindre cette idée peut-être du destin. Parce qu'il fallait que... Ouais. Mais voilà. Ah, c'est vrai qu'après, il y a le roi sorcier d'Angmar qui est quand même censé être un sorcier et qui était un homme à la base. Donc peut-être qu'il y a un peu des choses à creuser là-bas, mais enfin, soit. Moi, je n'ai pas la réponse. Donc Frodon reprend après ce charmant cadeau de la part de Faramir. Il m'avait été dit par Elrond le semi-elfe que je trouverais en chemin de l'amitié, secrète et imprévue. Je n'en cherchais certes pas de la qualité de celle que vous m'avez montrée. L'avoir trouvée tourne le mal en un grand bien. Sur ce, Gollum revient, qui semble étrangement réjoui. Il devra avoir les yeux bandés pour sortir des lieux, contrairement aux hobbits. Mais la créature se débat tellement que Frodon demande à ce que eux trois soient aveuglés et qu'ils sortent de la caverne de Anet Anun. Dehors, l'air est frais, pur et doux. Ici se séparent définitivement nos chemins. Si vous suivez mon conseil, vous ne tournerez pas encore vers l'est. Continuez tout droit, car vous aurez ainsi l'abri de la forêt sur de nombreux milles. À l'ouest, il y a une arête. Suivez-la et les lisières de la forêt. Au début de votre voyage, vous pourrez marcher de jour, je pense. Le pays est endormi dans une fausse paix. Profitez-en tant que vous le pouvez. Il étreint les deux hobbits, les salue jusque par terre et se détourne. Frodon s'étonne de la vitesse à laquelle tous les hommes disparaissent, et l'endroit où Faramir se tenait à l'instant est maintenant vide et triste. Alors là, je ne l'ai pas mis dans mon résumé, mais il y a un petit passage où il dit que Frodon se retourne et souffle un peu comme s'il voulait n'en avoir que faire de ses pas formalités, politesse, enfin voilà, je sais pas quel mot exact, mais soit un peu de comme s'il était en mode parce que Faramir vraiment se courbe jusqu'au sol et comme s'il voulait faire un peu genre oh tu vois j'ai que faire de ces trucs là aujourd'hui. Et moi j'ai plutôt pris enfin la façon dont on peut l'interpréter je pense plutôt et c'est ce que Tolkien voulait mais c'est qu'il y a un peu de tristesse quoi, de vraiment de mélancolie, Ah ouais, ouais. de devoir dire au revoir à quelqu'un qui est en mode oui bon allez hop maintenant on y va, mais qu'en même temps c'est peut-être un moment où il se retient un petit peu de... Bah, je crois qu'il est très triste parce qu'il se rend compte que c'est à mon avis les derniers amis qu'il va croiser. Ouais. Puisque là, ils sont partis pour aller sur des terres vraiment hostiles et ils vont pas croiser d'alliés. Il n'y a plus d'alliés en fait. Ouais, là, après. c'est fini. Déjà là c'était une belle surprise. Ouais. Donc je pense que là, je crois qu'il a une réalisation que. D'autant plus que Ça pour va être Frodon, il va le dire plus tard dans ce chapitre, il a la sensation qu'il ne va... Enfin, il l'avait déjà avant, mais là, au plus il avance, et en plus, lorsqu'il aura quitté Faramir, il a ces réalisations comme on a parfois dans la vie, à un moment, on phase, et on se dit, ah, en fait, un jour, je vais mourir. Sauf que lui, il se dit, mais là, je sais que je vais pas revenir, en fait. Ouais. Je sais même pas si je vais réussir ma quête, mais ce qui est certain, c'est que si je la réussis, je ne reviendrai pas. C'est cette espèce de, pas de pulsion, mais de sensation de mort imminente, où tu as l'impression de réaliser ce que ça veut dire vraiment de mourir, ce qui est assez angoissant. Ouais. Oui, lui, c'est très proche, quoi. Ouais. Et que, du coup, potentiellement, il va mourir en compagnie de Sam. Bon, c'est pas la mort la plus triste qu'il pouvait imaginer, mais quand même à côté de Gollum aussi, c'est pas très joyeux. Ta dernière vision, c'est le pagne de Gollum flottant au vent à côté de toi. Tant que ce n'est pas le pagne au-dessus de toi, ça va. Mais c'est justement notre cher Gollum qui reprend. Ils sont enfin partis. Sales méchants hommes. Partons. Mais si vous ne savez dire que du mal de ceux qui vous ont fait miséricorde, taisez-vous. Oh, gentil maître. Sméagol plaisantait seulement. Il pardonne toujours, il pardonne. Oui, oui, même les petits tours du gentil maître. Oh oui, gentil maître, gentil Sméagol. Après une gigantesque journée de marche, avec seulement 2 pauses et quelques repas de fruits secs et de viande séchée donnés par les rangers, ils s'arrêtent pour la nuit, où Frodon dort tout du long. Mais au matin, Faut se lever, oui, ils le doivent. Loin aller encore, au sud et à l'est. Oh, les hobbits doivent se hâter.
petit passage repris d'ailleurs dans les films, où Tout je à crois fait. que c'est Gollum qui apparaît par-dessus cette espèce de vieux vestige gondorien Ouais. Oui. et qui reprend. Au début On du le Retour du Roi du disait, troisième ouais. film. Les scènes qui vont suivre maintenant, effectivement, on est bien dans le film de Peter Jackson, dans le Retour du Roi, dans le troisième. Et qu'il... Ah oui, c'est vrai ça, tiens. Ouais, à ce niveau-là, j'avais pas fait tilt. Parce qu'on les quitte à la fin des 2 tours lorsqu'ils viennent de partir d'Osgiliath, parce que c'est vrai qu'ils sont passés par Osgiliath en plus dans les films, mon Dieu, quelle différence. Ah Ouais, c'est vrai. Ils sont passés par Osgiliath où il y a un Nazgûl qui a failli prendre l'anneau à Frodon. Oh là là, t'as rien que d'y penser, je me dis qu'est-ce qu'ils ont été foutre là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est le genre de truc. Mais un ça, peu- il fallait passe pas. une espèce de climax pour Frodon et Sam, parce que c'est vrai qu'en plus leur parcours dans le deuxième film est assez inintéressant. Il se passe très peu, ils ont moins de temps d'écran que tous les autres, ce qui est compréhensible pour plein de raisons d'adaptation, mais c'est vrai que c'est pas un changement très heureux. Mais en même temps, c'est parce que même on le voit dans ces chapitres-ci, c'est des chapitres courts et très descriptifs. C'est difficile de rendre ça passionnant au cinéma. Et puis, il fallait aussi introduire Osgiliath comme il se doit dans le film. C'est Et surtout en fait, je pense, parce que l'invasion d'Osgiliath. il voulait garder l'élément de l'araignée pour le troisième film, comme ça faisait un affrontement un peu, Ouais. un ennemi, quelque chose d'assez important dans le troisième film, parce que sans ça, on aurait terminé avec le film qu'on connaît, mais Frodon et Sam qui affrontent l'araignée à la fin des 2 tours, et on aurait eu pendant tout un film Frodon et Sam qui sont au Mordor, Mhm. et là, qu'est-ce qu'on se serait fait chier. Donc, en Ouais, même c'est temps, vrai, c'est vrai. choix judicieux, mais c'est peut-être le moindre mal en fait qu'ils ont dû Oui, choisir. c'est pas si grave. C'est pas passionnant, mais Comme toujours c'était avec le meilleur cette choix. peut-être. adaptation fantastique. Il y En a des tout cas- sacrifices à faire. En tout cas, à retenir pour les auditeurs, effectivement, il ne passe pas par Osgiliath dans les livres du tout. La journée se passe de manière très semblable à la précédente, sinon que le silence paraît encore plus grand. L'air est lourd et la compagnie commence à étouffer sous les arbres. Le temps est orageux. Alors que la 3e marche de la journée tire à sa fin et que l'après-midi décline, la forêt s'éclaircit et les arbres se font plus imposants et plus clairsemés. Mais aucun être vivant, ni bête, ni oiseau ne se voit. Mais dans cet endroit, Gollum prend peur et il avance avec plus de prudence, se glissant d'un arbre à l'autre parmi les ombres longues. La nuit tombe quand ils sortent enfin du bois, et maintenant une vallée profonde et indécise s'étend devant eux. À droite, les montagnes du Gondor rougeoient, loin dans l'ouest, sous un ciel panaché de flammes. À gauche sont des ténèbres, les immenses murailles du Mordor, et du sein de ces ténèbres surgit la longue vallée plongeant vers l'Anduin. Quand on parle des murailles ici, c'est évidemment figuratif pour les montagnes, hein. Ce ne sont pas des murailles d'un château, mais ce sont les montagnes avec la vallée en fait du Mordor qui descend devant eux, enfin en tout cas qu'ils voient monter devant eux plutôt, Mhm. mais vers l'Anduin, eux ils sont de l'autre côté. C'est toujours bon de le préciser. En fait, ils sont de l'autre côté de la vallée, ils vont devoir descendre la vallée puis remonter la vallée du Mordor, voilà en gros. Frodon entend la voix rocailleuse d'un fleuve à travers le silence, et au loin il croit discerner comme flottant sur une mer ombreuse les hauts sommets indistincts et les pinacles brisés d'une vieille tour sombre et solitaire. Il demande alors à Gollum où il se trouve, et Gollum lui explique que c'est la route qui part de la tour de la lune et qu'elle descend vers la ville en ruine sur les bords du fleuve. Donc là, c'est les mots de Gollum, mais il parle évidemment donc de la route qui part de Minas Morgul et qui descend vers Osgiliath, tout simplement. La ville en ruine, un endroit très malsain rempli d'ennemis, donc Osgiliath. Gollum peste. Il n'aurait jamais dû suivre les conseils des hommes du Gondor. Selon lui, ils sont beaucoup trop écartés du chemin. Il ne faut surtout pas prendre cette route. Frodon regarde la route, mais il ne voit personne pour le moment. Elle semble abandonnée, courant jusqu'aux ruines désolées au milieu du brouillard. Mais un sentiment de malveillance plane dans l'air, comme si des êtres passaient bel et bien sous ses yeux sans qu'il puisse les voir. Donc, ça encore, je l'évoquais aussi au dernier épisode, c'est effectivement ce sentiment de mal, donc comme s'il y avait des esprits malveillants. Ah, c'est peut-être aussi la force de Minas Morgul et Bah oui, ce c'est ça. pouvoir des spectres, à moins qu'il s'agisse du Horn. Non, Parce que les Horn ne laisseraient pas une telle impression malveillante. Ouais, non, tout à fait. Ils seraient juste invisibles. Non, là, c'est bien le sentiment voilà, de peur que laissent les Nazgûl derrière eux. Hein. Un peu semblable à ce fameux plan en travelling compensé dans le premier film, Ouais. lorsqu'il est sur le chemin après Voilà, être tombé compté. du Permagot, avec ce cri des Nazgûl. C'est là, Ouais. ce genre de réalisation-là. Filmé dans le parc de la capitale de la Nouvelle-Zélande. À Wellington, tout à Ouais, fait. C'était filmé dans un parc et il y a le spot
sous lequel ils se sont abrités sous l'arbre, qui Oui, oui. est un peu dégarni et n'est pas aussi beau et Ouais, florissant que dans le film, mais tu as le spot dans Oui, le c'est parc. vrai. Oui, Et d'ailleurs. c'est à 200 mètres des studios, et c'est vraiment un parc au milieu d'une capitale, comme le parc Royal. Avec des bancs ou à un parc côté. à Paris, c'est trop Et des gens qui courent avec leurs chiens. Oui, d'ailleurs, petite dédicace à ma sœur et à, Ils y sont et toujours. à son amoureux, oui, qui y sont toujours, hein, qui y sont pour un an et qui effectivement m'ont envoyé des photos à ces endroits-là, dans ce parc et Ah ouais, ouais. à l'endroit Nice. des hobbits cachés. Et même il y a une photo, je pense que c'est une photo de Legolas, mais qui était vraiment pour la promo plutôt. Où on le voit comme ça, face caméra, regardant droit dans l'objectif, avec son arc sur une branche, et ce spot est aussi trouvable. Donc voilà. Donc bonjour à eux, bonjour à vous, et j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Voilà. C'est la seule façon qu'ils ont de communiquer via ce podcast. Ouais, donc, On se parle plus depuis des années. Voilà. Non, c'est pas vrai. Bonjour. Et qu'allons-nous faire dit Frodon. Nous avons longuement marché et parcouru bien des milles. Irons-nous à la recherche d'un endroit où nous cacher, quelque part dans le bois derrière nous? Inutile de se cacher dans le noir, dit Gollum. C'est le jour que les hobbits doivent se cacher maintenant. Oui, le jour. Oh, pitié, dit Sam. Il faut bien qu'on se repose un peu, quitte à se relever en plein milieu de la nuit. Il y aura encore quelques heures d'obscurité, assez pour nous emmener dans une longue marche, si tu connais le chemin. Gollum accepte à contre-cœur, et faisant de nouveau face aux arbres, il se fraye un chemin vers l'est en longeant les bords clairsemés du bois. Il ne veut pas les laisser dormir au sol, si près de l'odieuse route, et finalement il grimpe l'un après l'autre dans la fourche d'un gros chêne vert, dont les énormes branches s'écartent ensemble du tronc, offrant une bonne cachette et un refuge plutôt confortable. Et les hobbits boivent un peu, et Gollum s'endort tout de suite. Frodon et Sam, eux, ne ferment pas les yeux. Il doit être à peu près minuit quand Gollum se réveille. Il tend l'oreille et renifle, ce qui, comme ils avaient pu le constater, semble être sa méthode habituelle pour déterminer l'heure de la nuit. Il ne tarde pas à se remettre en route vers l'est, le long de la pente sombre. N'essayez pas de faire comme Gollum pour savoir l'heure pendant la nuit, ça ne marche pas. J'ai essayé de renifler l'odeur de Bruxelles, mais... Ah, moi, je trouve que à cette période-ci de l'année, tu peux savoir quelle heure il est si tu tends le nez. Tu vois, vers entre 18h et 20h, quand il fait chaud, même dans les villes, tu as cette odeur un peu presque de barbecue, de soleil qui commence à être sur le déclin, de toute la chaleur des corps qui commence à sortir. Donc, c'est plus une odeur de transpiration, c'est une odeur de fatigue qui commence à apparaître. Et c'est surtout l'heure de l'apéro. Donc, je pense tout de même que tu peux un peu te repérer dans la journée. Peut-être que Gollum a repéré l'heure de l'apéro. Ah bah, si à minuit il prend l'apéro, ça va être une belle journée. C'est vrai. Enfin, il ne tarde pas à se remettre en route vers l'est, le long de la pente sombre. Il ne voit pas grand-chose, car la nuit est à présent si noire qu'ils peuvent à peine apercevoir les troncs des arbres avant de se cogner contre. Le sol devient plus inégal et la marche plus ardue. Gollum les mène à travers les fourrés et les ronces, tantôt suivant le bord d'une profonde crevasse ou d'un sombre trou, tantôt plongeant dans des creux envahis de buissons pour ressortir de l'autre côté. Ils ne cessent de grimper. À leur première halte, ils regardent en arrière et peuvent vaguement discerner le toit de la forêt qu'ils viennent de quitter. Mais comme il va bientôt faire jour, Gollum encourage les hobbits à se dépêcher. Bientôt, ils se mettent à grimper vers une longue arête semblable à une épine dorsale. Ses pentes sont couvertes d'une épaisse couche d'ajoncs et d'érelles, ainsi que de buissons bas et coriaces, avec ça et là quelques trous laissés par de récents feux. De l'autre côté de cette large crête, ils suspendent leur marche et vont se cacher en rampant sous un enchevêtrement de ronces. Ils s'y allongent pendant quelque temps, trop épuisés pour manger, et scrutant le ciel à travers les trous du couvert, ils guettent la lente arrivée du jour. Mais aucun jour ne vient, seulement une pénombre brunâtre. Dans l'est, une lueur rouge et terne couve sous le nuage plongeant, mais ce n'est pas le rougeoiement de l'aube. C'est bien évidemment le rougeoiement du Mordor. Loin à droite, un grand écoulement de montagnes s'avance, sombre et noir, parmi les ombres. De quel côté irons-nous maintenant demande Frodon. Est-ce l'entrée de la vallée de Morgul, là-bas, derrière les masses sombres? Doit-on y penser tout de suite dit Sam. J'ose espérer qu'on bougera plus d'ici pour aujourd'hui, à supposer que ce soit le jour. Peut-être que non, Dit Gollum. mais il faut partir bientôt, vers la croisée des routes. Oui, la croisée des routes, c'est le chemin par là-bas, oui, oui, maître.
Le rayonnement rouge finit par s'évanouir au-dessus du Mordor. Le crépuscule s'épaissit. Frodon et Sam prennent un peu de nourriture et s'allongent tandis que Gollum est agité. Il ne veut manger aucun de leurs aliments, rampe autour d'eux en marmonnant, puis il disparaît soudain derrière les buissons. Ça ne préoccupe pas Sam qui est déjà prêt à dormir pendant que Frodon prend le premier tour de garde. Il plonge rapidement dans des rêves qui le ramènent à cul-de-sac, au milieu de jardins laissés à l'abandon, à la recherche de sa pipe qui lui manque tant. Il se redresse soudain et se réveille, bien loin de ses parterres de la comté. Il fait presque noir. « Vous n'avez pas dormi, monsieur Frodon ? Oh, quelle heure est-il ? Il semble qu'il se fasse tard. » »« Non, il n'est pas encore midi. Tu n'as dormi que 3 heures. » Les jours s'assombrissent. Un grondement lointain est de plus en plus perceptible, comme un séisme en approche. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Le tonnerre ? Ou des tambours ou quoi ? Et où est Gollum ? Il n'est pas encore revenu ? » ?»« Non, répondit Frodon. Je ne l'ai ni vu ni entendu. Oh, ça lui ressemblerait bien de nous lâcher ici quand nous pourrions avoir le plus besoin de lui. En tout cas, j'espère qu'il ne prépare pas quelque sournoiserie. Et je souhaite en tout cas qu'il ne tombe pas entre d'autres mains, pour ainsi dire. Parce que dans ce cas, on aura vite des ennuis. À ce moment, un bref grondement se fait entendre de nouveau, plus fort et plus profond cette fois-ci. Le sol tremble sous leurs pieds. Je crains que notre voyage ne touche à sa fin. Ouais, peut-être, dit Sam. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, tenez, mangez un morceau, monsieur Frodon. Et puis prenez un peu de repos. L'après-midi s'écoule lentement. Au dehors de leurs abris, tout est sombre et l'air est lourd, bien qu'il ne fasse pas chaud. Frodon dort d'un sommeil inquiet. Il se tourne et se retourne sans cesse, murmurant parfois. À 2 reprises, Sam croit l'entendre prononcer le nom de Gandalf. Le temps lui semble se traîner interminablement. Soudain, il entend un sifflement derrière lui et il voit Gollum réapparaître. « Réveillez-vous, réveillez-vous les dormeurs. Pas de temps à perdre. Il faut partir, oui, partir tout de suite. » « Partir maintenant ? Qu'est-ce que vous manigancez ? Il n'est pas encore temps. Il ne peut même pas être l'heure du thé, tout au moins dans les endroits convenables où il y a 1 heure du thé. »« Pas de temps à perdre, idiot. On n'est pas dans des endroits convenables. Il faut partir. Réveillez-vous, maître, réveillez-vous. » Il agrippe Frodon, qui se réveille en sursaut. Sam semble particulièrement méfiant, mais Frodon ne montre rien de ce qu'il pense. Ils préparent tous 2 leurs affaires et suivent Gollum qui leur fait descendre le flanc de la colline. Ils poursuivent leur route en silence, dans la pénombre de la nuit tombée, à la queue leu-leu, durant 1 heure environ. L'obscurité et le silence absolu du pays est oppressant. Ils se dirigent vers le sud pour suivre une longue pente accidentée qui monte vers les montagnes. Bientôt, ils voient, dressés non loin devant eux comme un mur noir, une ceinture d'arbres. Ils sont immenses et en apparence très vieux, leurs sommets décharnés et brisés, comme si la tempête et la foudre les avaient balayés sans les tuer, ni en ébranler les racines insondables. « La croisée des chemins, oui, » murmure Gollum en désignant la route du sud qui serpente au pied des montagnes avant de plonger devant le grand anneau d'arbres. « c'est le chemin. Hâtez-vous et taisez-vous, gentil hobbit. » Ils se glissent furtivement jusqu'à la route et finissent par pénétrer la ceinture d'arbres. Dans ce grand cercle, ouvert au centre sur le ciel sombre, les espaces entre les immenses troncs ressemblent aux arches noires d'une salle en ruine. Au centre, 4 voies se rencontrent. Derrière eux, la route du Morannon, la porte noire, qui repart devant eux pour son long trajet vers le sud. À droite, la route d'Osgiliath. À gauche, la route qu'ils doivent prendre. Arrêté un moment à ce carrefour, Frodon regarde Sam, le désespoir dans les yeux. « J'ai un pressentiment. Je crois que je ne reviendrai pas. »« Oh que si vous reviendrez, ce sont des pensées morbides. Ce sera un aller-retour, comme Monsieur Bilbon, vous verrez. » Sur ces mots réconfortants, une lumière brillante venant du ciel se reflète sur le visage de Sam. Cette brève lueur du soleil couchant se répand dans le cercle d'arbres sur une énorme statue assise, immobile et solennelle, comme les grands rois de pierre d'Argonath. Les années l'ont rongé et des mains violentes l'ont mutilé. Sa tête est partie, et à sa place a été installée une pierre maladroitement peinte par des mains barbares à l'image d'une figure grimaçante, avec un seul grand œil rouge au milieu du front. Sur les genoux et le majestueux siège et tout autour du piédestal sont gribouillés des symboles immondes. Je crois que cette terre faisait autrefois partie du royaume du Gondor, il y a fort longtemps, quand il y avait un roi. « Monsieur Frodon, regardez !» s'exclame Sam. « Le roi a de nouveau une couronne !» En effet, la tête de l'antique roi gisant sur le bord de la route est touchée par les ultimes rayons lumineux. Cet éclat illumine la plante grimpante sur sa tête
et semble lui faire une couronne d'argent et d'or. Cette vision ainsi que les mots de Sam lui redonnent quelque espoir et il se surprend à dire « Ils ne peuvent vaincre éternellement ». Et puis, soudain, la brève vision disparaît. Le soleil s'évanouit et, comme à la fermeture des volets devant une lampe, la nuit noire tombe. Une scène qu'on retrouve à l'identique, encore une fois, dans les films. Dans la version longue. Alors, pour la petite anecdote, cette statue, donc effectivement, elle se trouve, tu l'as dit, vraiment à la croisée des chemins d'Osgiliath, de Dans ce cercle Minas d'arbres. Morgul et la porte noire qui va vers le sud. Et donc, il y avait dans le temps une statue d'un roi gondorien. Alors, on ne sait pas de quel roi, c'est pas précisé, mais cette statue sera remise en forme et restaurée par l'armée d'Aragorn au moment où ils feront leur voyage vers la dernière bataille devant la Porte Noire. Voilà. Petite anecdote, comme ça, pour le kiff. Je t'en remercie pour cette Pour belle nous. anecdote. Comme ça, vous pourrez vous la péter encore une fois lors de votre prochain marathon. Faire « Ah, tu savais que cette Ça change de l'anecdote sur le casque qui a fracassé l'orteil d'Aragorn. En tout cas, voilà, encore une fois, un chapitre très court. Hein. On sent l'empressement de Gollum de plus en plus, qui sent son heure venir, l'heure où il va pouvoir retrouver son trésor, son précieux. Ouais, mais aussi quelque chose que je trouve très marquant, c'est la lâcheté de Gollum. Enfin, vraiment, ce petit être qui s'accroche à une vie misérable. On sentait déjà ça dans les autres chapitres, je trouve. Cette crainte tout le temps de mourir, prêt à tout pour survivre. Alors que ce mec, je sais pas si on peut appeler ça un mec à ce moment-là, mais cette chose vit depuis des centaines d'années dans une forme de vie vraiment dégoûtante, mais le seul espoir de retrouver son trésor lui fait tout donner pour avoir la vie, et à chaque fois qu'il est menacé ou quoi, il s'abat par terre dans une lâcheté crasse. Mais la comparaison est souvent faite avec un chien, carrément. Ouais. J'essaye beaucoup ça dans ma partie. En tout cas. Mais du coup, là, quand il est dans ces zones hostiles, il est vraiment dans une crainte hyper forte. Alors, à raison, hein, c'est vraiment une zone hostile, mais on sent D'autant plus qu'il vraiment va se rapprocher de Sauron, et je crois qu'il a une immense peur. Je me demande même s'il n'a pas plus peur de Sauron que de mourir. D'être repris aux mains de Sauron, parce qu'il sait très bien ce que Sauron lui a fait, et pourrait continuer à lui faire s'il retrouvait son anneau. Ça, c'est la plus grande crainte de Sauron, de Gollum, c'est que Sauron retrouve son anneau, parce qu'il sait très bien qu'il en serait une des premières victimes au final. Ouais, tout à fait. Oui, Sauron veut garder ses victimes en vie, parce qu'elles sont tourmentées par le fait de ne pas avoir l'anneau, plus que dans la mort, tu vas me dire. Moi, ce qui m'a toujours surpris, autant dans les films que dans les livres, c'est la résistance de Gollum à la mort, en fait. Le fait que cette créature presque décharnée, qui est toute maigre, toute malingre, qui se nourrit de quelques vers certains jours, qui boit peu d'eau, qui ne peut pas manger de pain elfique, alors que c'est une des principales ressources qui permet aux hobbits encore de tenir. Il ne mange pas la nourriture des hommes de la même manière, il ne mange pas ce fameux ragoût de lapin. Enfin, t'as l'impression qu'il mange rien par quelques racines et 3 vers de terre, ou un poisson quand il en trouve. Et pourtant, il tient bon, hein. Il est plus vigoureux presque que les hobbits. Ouais, ça c'est encore un des nombreux pouvoirs de l'anneau qu'on pourrait encore ajouter à cette même en ne l'ayant plus, c'est ça qui m'a toujours fasciné. fasciné, c'est que même en ne l'ayant plus sur lui, il est encore conféré d'une longue vie d'une certaine manière, d'autant plus que ça fait longtemps qu'il a perdu l'anneau. Ça fait bien... ça fait 60 ans, plus que ça, 60 ans au final. Mais il l'a eu pendant on va dire, 450 ans pour arrondir. Et c'est vrai que lui garde ces espèces de pouvoirs. Bilbon pour le coup aussi, mais je pense qu'il vieillit quand même. Bilbon vieillit quand même beaucoup vite. Il l'a eu beaucoup moins longtemps. Donc voilà. Je pense que ce qu'il joue aussi, en y repensant, en le disant en haute voix et en t'écoutant, c'est aussi le fait que Bilbon a renoncé de lui-même à l'anneau. Ah oui, c'est vrai. Tandis que Gollum n'y a jamais renoncé. Et c'est peut-être pour ça que l'anneau lui permet de lui insuffler d'une certaine manière encore un peu de vie. Alors que Bilbon, vu qu'il le refuse, eh bien alors, les dégâts du temps vont s'emparer de lui. Et il va vieillir très rapidement parce qu'il a plus de 111 ans et là, il faut qu'il meure, quoi. Et il n'est plus soumis à l'anneau, l'anneau n'est plus son maître, même si évidemment il a toujours un énorme pouvoir sur lui. Qu'on disait la semaine passée, en chapitre précédent aussi, que Frodon pourrait utiliser les pouvoirs de l'anneau sur Gollum, mais que s'il le fait, il deviendrait du coup il se livrerait à l'anneau, et donc voilà, serait corrompu complètement. Donc il y a peut-être cette légère différence.
En plus du fait que voilà, il y a une temporalité différente pour les deux personnages et que je crois que l'anneau va avoir un effet différent en fait sur chaque personne. Isildur aussi s'est repenti au dernier moment, mais il n'a pas réussi à le jeter. Gollum, voilà, a tué son ami, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc. On essaye parfois de faire des listes de c'est quoi les pouvoirs de telle chose ou de machin. Dans Tolkien, c'est très compliqué. Je ne pense pas que ça a sa place parce que l'univers est créé de façon à ce que tout soit un petit peu différent en fonction des situations. C'est en début d'épisode ici, je suppose qu'on parlait de pouvoir dans l'univers. Je crois que c'est vrai aussi qu'il n'y a pas vraiment de réponse en fait, parce que comme je le disais, la magie est beaucoup plus intrinsèque à l'univers et plutôt d'une liste comme un personnage c'est ça. de jeu de rôle ou autre. Mais intéressant aussi, c'est ce concept de donner un pouvoir qui pourrait être enviable en fait à l'anneau de te prévenir de la mort, voilà, te garder éternel. C'est intéressant parce que je relis pour l'instant, pour la 3e fois, le Silmarillion et en relisant les premiers chapitres... Comment il fait le malin, là, Non, mais en relisant les... Alors, pour le coup, vraiment, cette fois-ci est la plus claire de ma vie, puisque ce podcast m'a apporté une clarté sur l'univers que je n'avais encore jamais eu, et c'est vraiment hyper intéressant. Mais dans le premier chapitre sur la création de l'univers par Iluvatar, il parle donc de la création des elfes et des hommes, et des nains aussi d'ailleurs, qui ne sont pas créés par Iluvatar, mais soit plutôt des elfes et des hommes qui sont, eux, considérés comme les enfants d'Iluvatar, les premiers-nés, les elfes, les seconds, les hommes, et qui reçoivent des dons différents. Donc les elfes reçoivent évidemment la vie éternelle, mais il est dit qu'ils sont soumis à la destinée, et en tout cas, ils ont une forme de non-libre arbitre. Ils sont soumis vraiment à la destinée vraiment préétablie de l'univers, alors que les hommes, et ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de destinée, dans ce premier chapitre, il donne aux hommes la possibilité de liberté, donc un libre arbitre plus grand que les elfes. Ils sont moins soumis à la prédestination des Valar, et en tout cas d'Iluvatar. Néanmoins, ça pose question parce qu'il est quand même dit qu'Iluvatar a écrit la musique jusqu'au bout, donc entre guillemets, lui a déjà vu et décidé ce qui allait se passer. Néanmoins, les Valar ont moins de contrôle. En tout cas, c'est comme si les hommes avaient une plus grande liberté. Et le contre-pied de ça, c'est la mort. Mais la mort n'est pas vue par Iluvatar comme quelque chose de négatif. Elle est vue par Iluvatar comme un don. Donc, c'est décrit comme un don, le don de la mort. Et d'ailleurs, ce don... Et en fait, la vision qu'on a de la mort négative vient de Morgoth, et c'est décrit dans le premier chapitre. C'est en gros les manipulations de Morgoth et la manière dont il a eu de parler aux hommes et aux elfes de la mort qui ont fait percevoir la mort comme quelque chose de négatif. Alors qu'à la base, comme Iluvatar, pour Iluvatar, c'est vu comme un don, quelque chose d'enviable qu'il donne aux hommes. Et donc, ici, l'anneau a ce pouvoir de donner de donner la vie éternelle, mais ce n'est pas pour Iluvatar quelque chose de bon. C'est vraiment une perversion. Et d'ailleurs, pour revenir vraiment à ce concept qui paraît peut-être différent, même pour nous, humains, qui avons peut-être le désir de vivre le plus longtemps possible et de ne jamais mourir, pourquoi c'est un don ? Parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il advient. On sait ce qu'il advient des esprits des elfes lorsqu'ils meurent. Par exemple, on sait qu'ils vont aux cavernes de Mandos, donc Mandos qui est un des Valar, et qui a des cavernes et qui sont à l'ouest de Valinor, voilà, plus ou moins au centre. Et il est dit que les âmes des elfes vont rester là pour l'éternité, donc ils n'auront pas de possibilité, à part certains, d'en sortir et de revenir à la vie, jamais. Et surtout, ils ne participeront pas à ce très grand nouveau chant, au 3e chant d'Iluvatar, qui est vraiment là, on peut le rallier à la conception chrétienne de la résurrection, du nouvel Éden, de l'Apocalypse, la fin des temps. Ouais. C'est ça. Après la fin des temps, il y aura un nouveau monde où on sera glorifié, etc. Eh bien, les elfes ne feront jamais partie de ce nouveau monde, de ce 3e chant. Par contre, on ne sait pas ce que deviennent les âmes des hommes, mais on sait qu'elles participeront avec Iluvatar en tant que chanteur, en tant qu'actif dans la création de ce 3e thème. Donc l'honneur pour les hommes est quand même extrêmement grand. Voilà, donc c'est en ça que la mort est donnée par Iluvatar comme un cadeau, puisque la mort va donner la possibilité aux hommes de participer au 3e chant, au monde parfait, en gros, au nouvel Éden à la fin des temps. Donc c'est quand même pas rien, quoi. J'espère qu'on sera bien payé, en tout cas. Il y aura des cessations de droits ou quoi ? Tu sais déjà au niveau des contrats ou quoi ? Comment ça se passe ? Je n'ai pas demandé à Iluvatar. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour
peut-être vous vous demandez ce qu'il advient du coup des nains, puisque les nains ne sont pas les enfants d'Ilúvatar, et ils ont été créés par Olé, le Valar Olé, forgeron des Valar, et c'est par grâce qu'Ilúvatar leur a permis de vivre en pardonnant à Olé la création de ces êtres, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Et donc Ilúvatar leur a insufflé la flamme de la vie, parce que Olé n'était pas capable de le faire lui-même. En fait, il était capable de les faire bouger avec la pensée, mais il n'avait pas leur indépendance, et Ilúvatar va leur accorder. Mais il est dit que les nains auront aussi l'honneur de faire partie du dernier chant. Donc il leur accorde quand même une grâce, même presque plus grande qu'aux elfes. Donc voilà, c'est la différence entre les elfes et les hommes. Parfois, on peut envier cette vie éternelle aux elfes, mais voilà, il faut savoir qu'ils finiront l'éternité dans les halles de Mandos, mais n'auront pas la possibilité de participer au nouveau monde glorifié et éternel. Ou passer l'éternité aussi pour ceux qui ne sont pas morts, à Valinor, au final, dans une terre éternelle. Donc il y a peut-être aussi des côtés là-bas. Bon, après... Mais alors, ça, je ne sais pas, parce qu'il faut voir ce qu'il se passera. Parce que je pense que le 3e chant mettra fin à cette première création et fera une nouvelle terre, quoi, une terre régénérée. Ouais. Donc à voir. Mais voilà, en tout cas pour ce concept de la mort dans l'univers Tolkien. On est en alpha là, quoi. C'est ça. On est en test. On est dans le 2e chant. Ouais. Un deuxième. Non, mais oui, c'est vrai que ça a toujours été considéré. Enfin, j'ai déjà entendu ça plein de fois, hein, qu'au final c'était un don que les hommes avaient, et que c'était un peu la perfection d'Ilúvatar depuis les elfes, qu'il avait un peu perfectionné ça. En la personne des hommes, et que oui, les hommes étaient entre guillemets chanceux et allaient être remerciés par tout ça. Là, on peut quand même y voir une certaine parabole chrétienne complètement. dans un... Bah oui. Enfin, oui, j'utilise le conditionnel, mais oui, on est clairement dans ce accepter la vie éphémère que vous avez, parce que de toute façon vous n'avez rien d'autre, même si bon... Être un petit elfe qui vit je ne sais combien de dizaines de milliers d'années, c'est pas parce que de toute façon vous n'avez rien d'autre, c'est justement parce que de toute façon vous allez avoir autre chose après. Oui, mais je parle dans le monde. Là, je vois ce que je veux dire, mais je fais le rapport avec cette parabole un peu chrétienne qu'on pourrait avoir dans notre monde à nous. Oui, mais elle est pareille. Oui, le christianisme, c'est t'inquiète, tu vas mourir, mais tu seras ressuscité et tu participeras au monde glorieux, quoi. Et cette notion de cadeau et de don, dans même le terme en lui-même, elle est totalement appuyée par le fait que Sauron, lorsqu'il était sous la forme d'Anatar, il était bien décrit comme Anatar, the Lord of Gift, donc le Seigneur des cadeaux. Et en parallèle, on a l'anneau qui est souvent appelé comme ce don de puissance. Et après, on a de l'autre côté The Gift of Man, donc ce cadeau qu'est la mort en fait aux mortels. Donc c'est pas anodin que cet anneau justement soit là pour donner une vie plus longue, voire éternelle, et que du coup elle te retire ce cadeau de la mortalité et de cette résurrection par la suite. Donc c'est totalement c'est fait exprès, quoi. Oui. On ne surinterprète pas là pour le coup. Tu crois qu'il a pensé à tout ça? C'est vraiment... je pense que le fait qu'il disait que c'était un rideau de pluie, ça voulait dire qu'il était triste en fait, Faramir, parce qu'il n'avait pas vu Boromir. Il était habillé en rouge, donc il était fâché ce jour-là. Voilà. Quand vous voudrez écrire votre disserte sur le dernier film que vous avez vu en primaire ou... Mais enfin voilà, c'est... Voilà, en tout cas, oui, effectivement, Gollum, sa longue vie, on peut voir vraiment ça clairement comme une malédiction. Pour lui, c'est clairement une malédiction, une punition, ça c'est certain. Surtout dans l'état dans lequel il est. Peut-être qu'on a encore un peu de temps sur cet épisode pour parler, puisqu'on en profite, puisqu'il est court. Vous vous souvenez, nous avions rencontré devant la Porte Noire, il y a de cela quelques épisodes, des certains Haradrim, des gens du Sud, en tout cas, c'est ce que Gollum comment Gollum avait décrit ces gens-là. Mais il s'était fourvoyé. Mais en fait non, c'est juste que ce chapitre est un peu compliqué. En tout cas, on s'est un peu fourvoyé nous-mêmes, mais il semblerait qu'il y ait 2 arrivées de troupes à ce moment-là devant la Porte Noire. Et il y a aussi des gens de l'Est qui arrivent à ce moment-là. Et on avait déjà longuement parlé du fait qu'on avait souvent cette confusion entre les Orientaux, les gens de l'Est, et les Haradrim, les gens du Sud. Et je vous avais expliqué longuement l'origine des gens du Sud, mais je ne vous avais pas encore expliqué l'origine des gens de l'Est. Peut-être que c'est l'occasion de le faire, puisqu'on va les rencontrer au fur et à mesure de notre aventure. Et comme on a un peu le temps dans cet épisode, profitons-en. Donc vraiment, là, j'insiste, les Orientaux sont de l'Est, ce ne sont pas les mêmes que les Haradrim. Eux ont une histoire un peu plus longue que les Orientaux, bien qu'on n'en sache pas beaucoup plus, mais les premières mentions des Orientaux, des gens de l'Est, viennent du premier âge, contrairement aux Haradrim qui apparaissent dans le 2e âge.
les Orientaux, ils arrivent au Beleriand, donc dans ces terres à l'ouest de la Terre du Milieu, encore une fois, qui seront submergées, mais eux, ils arrivent donc au Premier Âge, en 463 du Premier Âge, pour être précis. Ils viennent de l'Est et sont accueillis par les Noldor, des elfes qui habitent au Premier Âge au Beleriand. Et ils sont accueillis comme des alliés dans la guerre contre Sauron que les elfes sont en train de mener. Enfin, même plus précisément, pas contre Sauron, excusez-moi, contre Morgoth à l'époque, le grand seigneur noir. Et Maedhros, seigneur elfe et fils de Féanor, qui vit à l'est du Beleriand, au nord-est du Beleriand, qui les rencontre en premier, leur donne même des terres à leurs deux chefs, Bor et Ulfang. Sauf que Ulfang et ses fils sont secrètement alliés à Morgoth, malheureusement. Donc déjà, au Premier Âge, on peut voir que les Orientaux sont déjà accoquinés avec ce seigneur noir, qui leur a promis en fait des terres fertiles du Beleriand après avoir dominé ces terres-là. Donc une fausse promesse évidemment, mais il leur promet qu'après la guerre, il leur donnera des terres. Alors lors du Nirnaeth Arnoediad, la bataille des lames innombrables qui verra la chute de la quasi-totalité des royaumes elfiques à l'exception de Doriath, Gondolin et Nargothrond. Ça je connais parce que j'ai lu ce week-end Les Enfants de Húrin, j'ai enfin commencé, j'en suis à la moitié au moment où Túrin est avec sa compagnie de vagabonds voleurs. On vous en avait parlé il y a déjà un petit moment pour un épisode, j'oublie lequel, mais histoire passionnante, Les Enfants de Húrin, génial. Ouais, incroyable, et ça permet vraiment de comprendre le contexte de cette époque-là du Premier Âge. C'est encore plus facile, au plus tu connais les noms de ces personnages de l'époque. Je l'aurais commencé il y a 1 an, j'aurais été un peu largué, ça aurait été difficile, parce que ça fait un peu Silmarillion au début, il y a beaucoup de noms de personnages qu'on te donne comme si tu devais déjà savoir qui c'était. Mais en connaissant maintenant avec le podcast, je rentre dedans, mais comme ça, et c'est un plaisir. Mais donc... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le Nirnaeth Arnoediad, donc la bataille des lames innombrables, va vraiment détruire la quasi-totalité du Beleriand. Il y a quelques royaumes qui vont résister, donc le Doriath qui sera protégé par l'anneau de Mélian, une Valar, le Gondolin, évidemment le royaume de Turgon, on en a déjà parlé, et Nargothrond, le royaume de Finrod, si je ne me trompe pas, des royaumes en fait cachés. Qui Gondolin était caché, n'importe quel étranger qui arrivait, ce qui était de base impossible, mais ils ne pouvaient pas repartir de la cité. Mais bon, ces royaumes tomberont par la suite, mais bon, là, ils résistent encore. Mais à ce moment-là, donc, Ulfang se retourne contre ses alliés elfes et donc s'allie à Morgoth. Mais Morgoth, évidemment, ne tiendra pas promesse et obligera les Orientaux à vivre en Nithloam et Dorlomin, royaume du nord du Beleriand, au nord-ouest pour être précis, froid et rude. Nithloam était possédé jusque-là par les Noldor et royaume de Fingolfin, puis de Fingon son fils, donc roi des Noldor, et Dorlomin était possédé jusque-là précisément, justement, par la maison Hador, dont descendait un certain Húrin, père de Túrin, et aussi un certain Huor, père de Tuor. Et les Orientaux réduisent la maison Hador en esclavage, dont Morwen, mère de Túrin, et donc sa sœur Nienor. C'est une grande partie d'ailleurs de l'histoire des enfants de Húrin, le fait que les Orientaux, ces gens de l'Est, réduisent en esclavage la maison Hador. Lorsque Túrin va revenir de toutes ses pérégrinations, il va affronter le chef des Orientaux qui est présent dans sa ville d'enfance natale. Ouais, il va le tuer. Donc voilà, les Orientaux sont déjà présents lors de ce récit précisément, les enfants de Húrin. Ils réduisent en esclavage ces peuples hommes à cet endroit-là. Et donc là, c'est ce qu'on sait d'eux lors du Premier Âge. Donc voilà, c'est un peuple quand même qui a été dominé, en tout cas à l'île de Sauron depuis la nuit des temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on n'a pas trop de nouvelles d'eux durant le Deuxième Âge, mais durant le Troisième Âge, évidemment, les Orientaux attaquent souvent le Gondor, car ils sont influencés par Sauron qui contrôle l'Est de la Terre du Milieu, mais aussi par Khamûl, seigneur oriental devenu un Nazgûl. En 490 du Troisième Âge, ils envahissent le Gondor en passant par les plaines de la bataille de Dagorlad. Encore une fois, on avait déjà parlé, c'est là l'endroit aussi où il y a eu la bataille de la fin du Deuxième Âge et la chute de Sauron. Il y aura encore des batailles avec les Orientaux à cet endroit-là. Et commence alors, donc en 490 du Troisième Âge, la première guerre des Orientaux qui durera 60 ans et prit fin en 550 après la victoire de Turambar, 9e roi du Gondor. Vers la fin du premier millénaire, donc vers 1000 du Troisième Âge, les Orientaux arrivent vers Verbois-le-Grand, qui deviendra la forêt noire. Et c'est aussi là la migration des hobbits au même moment. Donc, quand on parle de cette noirceur qui arrive dans la forêt noire, c'est aussi par les Orientaux alliés de Sauron à ce moment-là, vers 1000 du Troisième Âge.
En 1851 du Troisième Âge, les chariotiers, on en a déjà parlé, apparaissent. Et en 1856, ils attaquent et battent le Gondor, obligés de céder le sud et l'est du Rhovanion. En 1899, le Rhovanion se soulève et le Gondor attaque l'ouest. Les chariotiers sont vaincus. Mais en 1944, les chariotiers s'allient aux gens du Harad. Donc là, il y a une double alliance des gens de l'est et du sud. Et mènent une grande offensive. Mais Eärnil les bat et devient roi du Gondor. Voilà, en tout cas, beaucoup de batailles avec les gens de l'est pendant le Troisième Âge. Enfin, en 2510, une tribu de l'Est appelée Balshot se sont installés à l'est de la Forêt Noire et se sont alliés à Sauron. Ils font une offensive vers le Gondor en traversant l'Anduin, mais le Gondor, aidé par les Éotéodes, on vous a déjà parlé, et particulièrement par Éorl le Jeune, les vainc. Ce qui donnera lieu à la naissance du Rohan. Donc voilà, les gens de l'Est n'attaqueront plus le Gondor après cette bataille-là, de 2500, jusqu'à la guerre de l'Anneau, où ils seront présents évidemment à la bataille des champs de Pelennor, ainsi qu'à la bataille de Mirkwood, la bataille de la Forêt Noire, moins connue, entre les elfes de Thranduil et les forces de Dol Guldur. Donc voilà cette bataille qui aura lieu dans la Forêt Noire. Et ils seront aussi présents à la bataille d'Erebor, encore moins connue, qui verra la destruction de la ville de Dal, donc la ville qui se trouve devant Erebor, qui est une ville homme, et la mort du roi Dain II et du roi de Dal, Brand. Donc en gros, ce sera une grande bataille, il y aura les nains d'Erebor qui vont s'allier aux hommes de Dal, la ville qui est devant. Vous savez, c'est cette même ville qui s'était fait détruire par Smaug durant le Hobbit. C'est Dale en version originale, c'est pour ça que j'étais un peu confus. Oui, Dale, excusez-moi, je prononce peut-être Non, mais mal. peut-être que tu le dis bien, moi dans ma tête j'avais le... Mais du coup, durant cette guerre de l'anneau, il y aura une grande bataille où en fait il va y avoir une destruction complète de la ville et même la mort donc de Dale, le roi de Brand, et de Dain II, le roi de Erebor, qui est d'ailleurs ultra épique. En fait, durant la bataille, Dale, le roi de Brand, homme, va mourir et Dain II va se mettre au-dessus de lui. Donc il va se tenir debout au-dessus de lui avec le cadavre de Dale entre ses jambes pour empêcher tout orc de s'approcher de son cadavre, et il va mourir là, assiégé par les orques, et aussi du coup les gens de l'Est. Et donc Dain II sera tué, et puis en fait tous les hommes restants de Dale et les nains restants d'Erebor vont se réfugier en Erebor, se cacher en Erebor jusqu'à la fin de la guerre. Vraiment, donc Sauron à cet endroit-là va vraiment gagner, entre guillemets. Il ne détruira pas Erebor, mais il va faire un assaut pour le moins meurtrier. Mais donc aidé par des gens de l'Est. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait donc des gens de l'Est. Une grande histoire lors du Premier Âge. Ça, je vous invite encore une fois à lire Les Enfants de Húrin si vous voulez en savoir plus, parce qu'ils ont un gros rôle à jouer dans cette histoire. Et puis, durant le Troisième Âge, beaucoup de guerres avec le Gondor. Donc voilà, un peuple pour le moins belliqueux. Et difficilement, en tout cas, je trouve plus difficilement excusable que les Haradrim qui ont été soumis en esclavage. Mais ouais, on commence à remettre quand même le doigt sur toutes les parties ça de se la connecte, carte petit à petit. et tous les peuples. On arrive vraiment à... Bon, je dis pas qu'on arrive au bout, parce que Tolkien a toujours un petit truc qu'on avait oublié dans une lettre, etc. Mais voilà, maintenant on a parlé... Là, on vient de parler, quand on parle des Haradrim et des gens... des orientaux de l'Est, etc. On a parlé de deux énormes peuples qu'on a en tête depuis les films, qu'on a en tête depuis des années, mais qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà tout ça. On avait eu des bribes aussi. Moi, je savais pas du tout qu'ils avaient été à Erebor, etc. Ou à Mirkwood. Mais du coup, voilà, on commence à mettre, en tout cas sur la Terre du Milieu et la carte actuelle et le Troisième Âge, on commence à arriver au bout c'est clair. de plus ou moins tout ce qu'on pourrait connaître, même si je suis sûr que si on va voir un petit peu en Royaume d'Arnor, au Havre Gris, où on n'a pas encore vraiment mis les pieds, il y a encore énormément de choses à apprendre. Mais ouais, c'est cool. Mais c'était bien que tu refasses mention de ce cavalier noir, de ce Nazgûl Khamûl, parce que j'ai vu une information sur lui assez intéressante, comme quoi en fait, avant, c'est celui qui est venu toquer à la porte du père de Sam, qui est venu chercher Frodon en comté. Ouais, t'avais dit. Et en fait, ce Nazgûl-là, c'était celui apparemment qui était le plus versé dans les sortilèges, et il faisait des sortilèges qui étaient toujours incompréhensibles, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Camoulox. Voilà. Waouh, c'était la blague de presque fin d'épisode. Voilà, ça annonce la fin de notre épisode, mais j'espère qu'elle vous aura fait rire néanmoins. Nous allons d'ailleurs sortir un livre avec un condensé de toutes les blagues que nous faisons lors des épisodes. Tous les jeux de mots. Mais dernier mot sur ces peuples de l'Est quand même. On peut peut-être plus ou moins comprendre leur alliance avec Sauron dans le sens... Mais pas les excuser. Où vraiment depuis la nuit des temps, en fait les hommes sont aussi nés vers l'Est de la Terre du Milieu, et depuis le début, Morgoth a une mainmise sur ces régions-là.
Morgoth avant Sauron et puis Sauron après Morgoth. Et il n'y a jamais eu d'elfes qui ont été vraiment jusque-là vivre. Il n'y a jamais eu vraiment la lumière des Valar qui ont pu les aider. Ils n'ont connu que ça. En fait, ils n'ont connu que ça, la domination de Morgoth et puis de Sauron. Donc c'est difficile pour eux. D'imaginer une autre possibilité. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis Sauron dit Nothing Wrong, hein, donc voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode court, en tout cas ce chapitre court, épisode grâce à cette histoire d'Oriental qu'on a réussi à allonger un petit peu. On va Dernier dire, épisode encore relativement paisible parce que pour les 3 derniers chapitres des 2 tours, nous allons plonger au cœur des ténèbres. Nous allons même pas plonger, nous allons grimper jusqu'en haut des ténèbres. Ici, l'enfer se trouve en haut dans des tunnels sombres. Ah bon ? Parce que je pensais que l'enfer c'était les autres. Je comprends plus rien. Oh là là. Ah, mais l'enfer, ce sera les autres marches qu'ils devront gravir à chaque fois. Mais là, on est parti. Eh bien voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode pour de bon. La semaine prochaine, comme on vous l'a dit, en fait, on fait redite. On se retrouvera pour aller vers des tunnels sombres et grouillants de petites créatures à 8 pattes. Mais surtout d'abord grimper ce fameux escalier. Évidemment. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que vous appréciez toujours votre aventure avec nous. Je vous rappelle que à la fin de la saison, fin juillet, nous aurons une petite pause avant de reprendre le 3e, mais on reviendra pour vous, et on reviendra en forme Encore plus fort. pour finir cette aventure et détruire enfin l'anneau magique. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou à nous envoyer des messages par email à lespagesdumilieu@gmail.com. Merci à ceux qui le font, merci de discuter avec nous sur les réseaux, merci de noter nos épisodes, merci de parler de l'épisode autour de vous, merci d'être de plus en plus nombreux et surtout merci à nos tipeurs qui nous aident à financer ce podcast. Un énorme merci, c'est super important et ça nous aide vraiment grandement. Alors je vous dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Plein de bonnes choses pour ceux qui sont en vacances ou qui les entament. Bien, passez de bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. On espère que la chaleur ne vous accable pas trop. Ouais. À bientôt. Oui, à bientôt.